Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel. Faut-il faire de la VMA en prépa marathon? Autrement dit, des cycles de vitesse courte à vitesse intense type VMA ont-elles un réel intérêt lorsque l'on prépare une course longue comme un marathon? On va regarder ce qui est dit dans la pratique, ce qui est dit dans la littérature scientifique pour éclaircir avec vous cette problématique. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui est tout simplement, faut-il avoir une VMA élevée pour être un coureur de marathon performant? Et c'est parti! De nos jours, dans les différentes pratiques que l'on retrouve, il y a deux écoles, deux grandes écoles. La première, celle qui développe la VMA tout au cours de l'année, des grands cycles hivernaux, et peu importe les objectifs, que ce soit un 10, un semi ou même un marathon, des répétitions de VMA hebdomadaires. De l'autre côté du spectre, on retrouve plutôt l'école typée très spécifique. Alors peut-être qu'en hiver, on a des blocs de VMA, mais lorsqu'on rentre en prépa spécifique marathon, plus aucune VMA. Où se trouve la réalité? Que dit la littérature scientifique? C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et c'est plus que d'actualité pour moi puisque je suis en train de conclure ma prépa marathon au moment où je tourne cette vidéo. Avant toute chose, définissons ce qu'est la VMA. C'est la vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse maximale à laquelle on consomme le plus d'oxygène. En gros, c'est la vitesse qui nous fait atteindre la consommation maximale d'oxygène, dite VO2 max. Ça, c'était pour définir les bases. Dans la pratique, la VMA, on est capable de la tenir de 4 à 6 minutes, 4 pour les coureurs moins entraînés, jusqu'à 6 minutes pour les coureurs chevronnés. Donc vous allez me dire, 4 à 6 minutes, en quoi ça présente un intérêt lorsqu'on court un marathon? Et c'est là d'ailleurs toute la question, puisqu'il est tout à fait reconnu que la VMA est un facteur prédictif de la performance. En effet, une étude de Bilat et associés a mis en évidence une corrélation très proche entre une VMA élevée et la capacité à tenir une vitesse importante sur les efforts de longue durée. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une VMA élevée permet de tenir un effort long à intensité intermédiaire, longtemps et à vitesse plus élevée qu'avec une VMA faible. Donc de ce point de vue, en effet, optimiser sa VMA fera de vous un meilleur marathonien. Une autre étude de Midgley et McNaughton a mis en évidence que un travail de VMA régulier pendant les prépas marathons, et là ça devient intéressant, a augmenté la performance du marathonien. Alors, attention, ces études, encore une fois, s'inscrivent dans un contexte global, puisque ce coureur n'allait pas faire que de la VMA, et à l'inverse, l'autre groupe n'allait pas faire que de l'endurance. C'est toujours un mix. Mais malgré tout, on voit des informations essentielles. Ainsi, ce qui ressort de ces deux études, c'est la VMA est un facteur prédictif de la performance et pratiquer de la VMA pendant sa prépa marathon augmenterait les capacités du marathonien à atteindre un meilleur chrono. Avec ces deux notions-là, inévitablement, vous penserez que vous avez besoin de faire de la VMA pendant votre prépa marathon. Mais alors, pourquoi bon nombre d'entraîneurs n'en font pas faire et ne font faire que du travail spécifique marathon? Eh bien, Mujica et Padilla ont mis en évidence un risque accru lorsque l'on avait une pratique unilatérale typée VMA pendant une prépa marathon. Alors, laissez-moi vous définir ce que eux appellent comme un risque accru. Eh bien, ce qu'ils retrouvaient dans leur étude, c'était un surentraînement, une fatigue excessive, plus de blessures et même un déclin des performances. Et c'est là que ça devient un peu complexe, puisque d'un côté, les deux premières études était clair et ça poussait à faire de la VMA en prépa marathon. Et de l'autre, cette étude que je viens de vous citer nous montrerait que finalement le bénéfice est faible et que le risque est important. Et en plus, toutes ces études s'inscrivent dans un cadre scientifique strict et de qualité, même si, comme d'habitude, on pourrait retrouver des biais et des critiques à émettre. Et c'est ainsi qu'on voit se constituer les deux groupes et les deux philosophies à l'entraînement, l'un prenant la VMA et l'autre prenant les sorties plus longues. Alors, aujourd'hui, difficile de trancher, en tout cas d'un point de vue scientifique. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est preuve de bon sens. Alors, il est clair que la VMA est un facteur prédictif de la performance et ça, personne ne peut le nier. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que réfute ceux qui prônent l'entraînement spécifique et l'absence de VMA. Eux partent plutôt du principe que le bénéfice est trop faible par rapport au risque et donc n'en font pas faire. La réalité, c'est que faire de la VMA, ça use, ça fatigue, il faut puiser profondément pour le faire. Alors que l'axe clé d'une prépa marathon devrait être le volume, l'endurance et le spécifique de l'allure marathon. Et ça, je l'entends bien. La réalité, c'est à mon avis quelque chose qui se trouverait entre les deux. Alors, plutôt d'un côté ou de l'autre, ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Foster et Lucia en 2007, oui, référence un peu ancienne, je le conçois, mais malgré tout intéressante, mettaient en évidence qu'une approche équilibrée serait potentiellement celle qui amène le plus de résultats. Alors, je vais vous donner ce qui est mon point de vue. Encore une fois, c'est très subjectif, ça ne me concerne que moi, dans mon expérience personnelle actuelle et bien sûr dans tous les athlètes que je coach sur marathon, et ils sont nombreux. De mon point de vue, peu importe le type de prépa que vous faites, que ce soit du 5, 10, semi-marathon, trail, kilomètre vertical et même potentiellement ultra trail, vous devez toujours intégrer de la VMA.
au début du cycle et même à la fin du cycle. Et ça pour la simple et bonne raison que la VMA est la facteur principal du coureur, c'est la puissance du moteur. Bien sûr, plus vous dérivez sur des distances longues, plus la proportion de VMA à l'intérieur même du volume du cycle diminue. Un coureur faisant du 5 km va faire beaucoup de travail de VMA. Et à l'inverse, un marathonien, un trailer longue distance va en faire de moins en moins. Mais comprenez bien que de moins en moins signifie qu'il en fait toujours. Donc après, on pourra discuter de la forme. Ça peut être moins régulièrement, peut-être une fois toutes les 2-3 semaines, ou à la rigueur, régulièrement, mais des séances de plus petite volumétrie. Par exemple, des 8 x 400 tout simplement. Et donc, l'argument de dire « je ne ferai pas de VMA dans un cycle de marathon puisque le risque est trop important », pour moi n'est pas recevable. La prépa marathon, de toute façon, est toujours un petit peu à risque. Beaucoup de volume, beaucoup de quantité, beaucoup d'enchaînement, forcément le risque existe. Et ne pas faire de VMA, pour moi, ne fait pas sens. Il ne faut pas prémunir l'athlète de progression juste parce qu'il y a un risque inhérent de blessure. L'idée, c'est plutôt de bien quantifier et la quantité et la qualité, donc la vitesse des séances, pour que ces séances s'intègrent à l'intérieur du plan. Donc vous l'aurez compris, je ne prône en aucun cas l'absence de VMA dans les plans marathon. Et j'aurais même tendance à dire que j'aimerais que les athlètes en fassent toutes les semaines en début de cycle, ça paraît évident, mais même toutes les semaines ou à la rigueur tous les 15 jours, même en période spécifique marathon. Par contre, on va adapter les séances. Comme je le disais tout à l'heure, si vous étiez féru des 16 x 400 en début de cycle, pour les coureurs plutôt efficaces et presque élites, eh ben on va continuer à faire des 400. Et il y aura deux options, où on fera des peut-être 12 x 400 et on diminuera un peu l'allure, ou ces mêmes 12 x 400 resteront à la même allure, mais c'est le temps de pause qui augmentera. Bref, il faut juste adapter, savoir mieux quantifier. Parce qu'en effet, dans ces mêmes semaines, si on garde les mêmes intensités de VMA et les mêmes volumes de séances de VMA qui s'endurent à l'intérieur d'une semaine où le volume augmente et les spécifiques marathons arrivent, eh bien là, tout simplement, c'est trop. Et c'est pas trop dans la séance VMA, c'est trop dans l'ensemble. Donc non, la VMA n'est pas le problème, c'est une histoire de globalité, comme le disait d'ailleurs la dernière étude. Alors vous l'aurez compris, je ne me situe en aucun cas dans l'équipe qui ne veut pas faire de VMA, je prône la VMA de manière régulière, mais de manière intelligente et adaptée. Puisque la clé, c'est toujours ça dans l'entraînement et dans la planification, c'est savoir le faire de manière intelligente. Et le faire de manière intelligente, c'est le faire de manière adaptée à l'athlète dans son contexte pro, familial, perso. Et ça, c'est la clé d'un entraînement bien mené. Ce genre de sujet, on pourrait en parler des heures, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je continue à développer ces sujets un petit peu complexes, n'hésitez pas en commentaire à me le mettre. Et si vous avez d'autres sujets sur l'entraînement que vous souhaitez que j'aborde, je me ferai un plaisir de le faire. Si vous souhaitez que l'on aille plus loin ensemble, n'hésitez pas, le lien du site de coaching est en description. D'ici là, prenez soin de vous. Pour ma part, je continue ma prépa marathon. Au moment où je posterai cette vidéo, je serai d'ailleurs probablement plutôt dans la période d'affûtage. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve à Paris pour pas mal des athlètes que je coach. On se retrouve d'ailleurs sur la ligne d'arrivée. Prenez soin de vous et à la prochaine!